La société civile maintient le bilan de l'attaque de Maï Maï à 13 morts. Les rebelles ont assassiné des civils dans un hôpital sans la moindre humanité, un acte terroriste qui a paralysé les activités dans la région. Organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga à Abidjan, ont vu d'échanger avec les autorités de ce pays frère, organisateur de la précédente édition. 5 jours de deuil national ont été décrétés en Angola par le président de la République après le décès de son prédécesseur Eduardo Santos. Il a succombé à un cancer dans un hôpital en Europe. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. 13 personnes, dont 4 malades, ont été tuées dans une nouvelle attaque rebelle qui a visé une structure sanitaire dans la nuit de jeudi à ce vendredi 8 juillet à Loumé, une commune située dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Béni. L'armée attribue cette énième attaque au Maï Maï Ira, commandé par un certain Kambale, alias Dido. Suite à cette situation, les activités tournent au ralenti dans cette commune depuis ce matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 3 combattants Maï Maï et capturé un dans la nuit du jeudi 7 à ce vendredi 8 juillet 2022. Ces rebelles du mouvement Maï Maï Ira, dirigés par un certain Kambale alias Dido, sont responsables des massacres qui ont endeuillé la population de la localité de Loumé. Ces mouvements supplétifs des terroristes ADF, au mode opératoire identique à celui des djihadistes, a fait une incursion dans une structure sanitaire et quelques malades qui s'y trouvaient ont été calcinés. Quelques maisons des paisibles citoyens ont été également incendiées avant l'arrivée sur place de l'armée républicaine. Le bilan provisoire fait état des 9 compatriotes lâchement tués, parmi eux 3 enfants. Après échange de tirs avec les éléments des FARDC venus pour sauver la population, ces rebelles Maï Maï Ira ont pris fuite vers la colline de Burumia, près d'une autre colline de Kizumbura, où les FARDC sont à leur trousse jusqu'à présent. Les combattants Maï Maï Ira, capturés par les FARDC et entre les mains des services spécialisés pour exploitation. L'ordre a été établi dans cette partie de la province du Nord Kivu, signale une source militaire, malgré la peur qui est encore visible au sein de la population locale. Et lors de notre édition de 13h, nous étions en ligne avec le porte-parole des FARDC, le capitaine Anthony Mwalusha, dans le secteur Sokola 1, qui nous a fourni plus de détails sur cette attaque. Dans la nuit d'hier à ce jeudi, où un groupe de Maï Maï, dénommé Maï Maï Ira, a fait incursion dans la cité de Loumé. Et d'abord, ils se sont attaqués à un centre de santé où ils ont trouvé les patients qui étaient internés là-bas. Ils se sont attaqués aux patients, ils ont tué 4 patients qui étaient là-bas, incendié le centre de santé. Malheureusement, les forces de l'ordre n'étaient pas sur place parce qu'on était en patrouille du côté Mutanga. Et arrivé sur terrain de nos renforts, nous avons trouvé une sorte de carnage réalisé par ces mouvements commandés par un certain Kambale alias Dido, qui depuis un certain moment a signé des contrats avec les terroristes ADF-MTM dans cette zone. Vous êtes sans ignorer que les ADF sont sous pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Et maintenant, les terroristes commencent à faire des alliances avec les jeunes dans plusieurs agglomérations. Nous avons des renseignements sûrs parce que pendant notre riposte, nous avons réussi à neutraliser non seulement 3 éléments de ces mouvements, mais aussi à capturer un qui nous a en train de témoigner toutes ces informations auprès de nos services spécialisés. Donc, pour vous dire que l'ennemi est en train d'élargir ses réseaux des collaborateurs et des gens, des mouvements, des rebelles qui continuent à commettre des actions sous les labels des ADF.
Sommet de Luanda, on en parle encore. Après avoir abouti à une résolution qualifiée de contradictoire par certaines personnalités politiques congolaises suite aux positions de la RDC et du Rwanda au sujet de l'attaque du mouvement rebelle M23, encore cette rencontre initiée par l'Angola est sujet à débat. La dynamique pour la sortie de crise fustige l'accord issu de ces pourparlers qui, selon elle, n'est pas clair. Elle condamne dans la foulée la publication du journal officiel sur la loi électorale. La dynamique pour une sortie des crises d'Elisanga Bonganga déplore qu'un État responsable ait engagé une fois encore un dialogue avec le rebelle du M23. Un État sérieux, doté d'un leadership fort et clairvoyant, ne peut jamais négocier avec un mouvement terroriste, encore moins avec un pays qui les soutient. Peut-on imaginer un seul instant que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Nigeria et tout autre État démocratique se permettent de négocier avec Al-Qaïda, avec les Daesh ou avec Boko Haram? Non, la DISOC dénonce avec force ce sommet qui relève d'une distraction de mauvais goût. S'agissant de la publication de la loi électorale au journal officiel, la DISOC condamne avec sa dernière énergie sa procédure. La DISOC fustige la publication en catimini de la nouvelle loi électorale au mépris du consensus indispensable entre toutes les parties prenantes au processus électoral. La DISOC rejette la nouvelle loi électorale de l'union dite sacrée de la nation dans toutes ses dispositions. Le sommet Tshisekedi-Kagame sur l'agression de la République démocratique du Congo par le M23, soutenu par le Rwanda, a décidé d'un processus de désescalade entre les deux pays voisins. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda, axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda, qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Et dans le même registre, le ministre de Transport, Chérubin Okende, a lancé un message fort sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu lors du Conseil des ministres de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor Nord que dirige actuellement le ministre rwandais des infrastructures en charge des transports. Devant ses pairs, notamment le ministre rwandais des infrastructures en charge de transport et président en exercice du Conseil des ministres de l'autorité de coordination des transits et des transports du corridor Nord, Chérubin Okende Senga a lancé un message fort sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Actuellement, sur terrain, les populations du territoire de Rutshuru sont abandonnées sans assistance humanitaire. La fermeture du poste frontalier de Bunagana, porte d'entrée à la province du Nord Kivu et principalement à la ville de Goma, empêche ainsi les paisibles citoyens de continuer à vaquer librement leurs occupations et surtout empêchant tout échange commercial passant par cette frontière partagée entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, deux États membres du corridor Nord. L'engagement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui souligne la pertinence des objectifs assignés à notre organisation. Au ministre des Transports de poursuivre, ici de rappeler que cette route de 80 km entre Bunagana et Goma, mon pays, la République démocratique du Congo et les pays frères de l'Ouganda ont consenti des investissements colossaux pour la construction de cette infrastructure routière, épine dorsale de l'économie de la province du Nord Kivu. Pour Chérubin Okende, il est impérieux de déplorer qu'en ce moment où se tiennent les assises de Mombasa, ce projet d'intégration régionale est arrêté suite aux hostilités commises par le mouvement terroriste M23 et son soutien. Pour le ministre du Transport, cet état des choses met à mal tous les efforts consentis en vue d'entreprendre dans les cadres de cette organisation avec les risques de remettre en cause toutes les résolutions antérieures et celles qui seront issues des présents travaux. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la clôture de la phase 4 des travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du monde de gestion de consommation d'eau. Cette cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre du portefeuille dans la commune de La Gombe.
Au terme des travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles, des recommandations pertinentes ont été formulées pour la détermination des critères d'éligibilité à la prise en charge par les trésors publics des consommations d'eau et d'électricité. La cérémonie de clôture des travaux de la commission mixte a été présidée par le Premier ministre Sama Lukonde au ministère du portefeuille. Dans sa communication, Adel Kaïd, ministre d'État en charge du portefeuille, a énoncé sur l'urgence qui s'impose pour la signature de l'arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité à la prise en charge par les trésors publics des consommations d'eau et électricité. J'ai noté avec satisfaction, entre autres, l'urgence de la signature de l'arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité de la prise en charge du trésor public des consommations d'eau et d'électricité avec comme spécificité la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit. La commission mixte a travaillé sur la mise en place des mécanismes appropriés et efficaces des paiements réguliers des factures des sociétés qui s'avèrent être une urgence. Et c'est dans ce cadre que les sous-commissions spécialisées ont été mises sur pied et ont l'obligation de dégager les pistes des solutions pour plus de pragmatisme dans l'assainissement du fichier des bénéficiaires de la prise en charge par les trésors publics des consommations d'eau et d'électricité sur base des dispositions réglementaires conséquentes. Autre chose, en séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba a été reçue en audience par le chef de l'État ce vendredi 8 juillet 2022. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée faire part à Félix Tshisekedi de l'évolution des différents chantiers routiers de sa province, notamment la progression remarquable de la construction route Kolwezi-Dilolo. En mission à Kinshasa, ce vendredi 8 juillet 2022, la gouverneure intérimaire du Lualaba a été reçue en audience par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Marie-Thérèse Masuka Saini a présenté à l'autorité suprême du pays la situation générale du Lualaba actuelle. Aujourd'hui, nous sommes venus lui confirmer que la route Kolwezi-Dilolo, Sandoa bientôt, Sandoa Kapanga, une route qui n'a jamais été faite. Depuis des années, nous pouvons dire plus de 20 à 30 ans. Mais aujourd'hui, le président l'a faite à travers le gouvernement de la province du Lualaba. Il nous a instruit, la dernière fois que j'étais ici, qu'il allait venir jusqu'à Sandoa. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il partira de Kolwezi pour arriver à Sandoa. La première citoyenne du Lualaba a aussi fait part à Félix Tshisekedi Tshilombo de la contribution de son gouvernement dans la construction d'une centaine de maisons préfabriquées pour les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo dans le Nord Kivu sous la supervision de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. On avait récolté les fonds. De ce fonds, aujourd'hui, nous allons loger plus de 150 familles au niveau de Goma. Et le chef était très satisfait. Le ministre des Affaires sociales est présentement à Goma et demain, ils vont inaugurer toutes ces maisons. Cette rencontre au sommet du pays va encore booster le rythme du changement d'image observé aujourd'hui dans tous les 5 territoires du Lualaba en prolongement de la politique du chef de l'État. S'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a organisé les 9e Jeux de la francophonie et solliciter l'appui et l'accompagnement de ce pays frère pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Voilà l'objet de la visite de travail effectuée par le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga à Abidjan, où il a échangé avec plusieurs autorités ivoiriennes. Les détails dans cet élément de Grâce à la Monde. La République démocratique du Congo est résolument engagée pour la réussite totale des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront en 2023 à Kinshasa. C'est dans cette optique que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mukanzu, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Abidjan en Côte d'Ivoire, où il a échangé d'abord avec le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Bengré. Des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie, que les pays qui organisent puissent approcher les pays qui ont organisé avant pour écouter et suivre aussi et épuiser de l'expérience
et de la sagesse. La Côte d'Ivoire, qui a organisé les 8e Jeux de la francophonie en 2017, rassure la RDC de son appui pour les succès des 9e Jeux. Nous sommes prêts à partager la petite expérience que nous avons. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse tirer bénéfice des contacts que nous avons, de sorte à ce que le 9e jeu soit un succès. À Abidjan, où il était notamment accompagné du délégué général du gouvernement congolais à la francophonie, Prince Kangila, le ministre Mazenga a également échangé avec Madame Kadia Kamisoko, ministre d'État de la Côte d'Ivoire, en charge des affaires étrangères, et Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la francophonie. Au-delà de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le renforcement de la coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire a été également évoqué. Et ici au pays en mission dans la province du Haut-Ouélé, le conseiller du président de la République en charge des infrastructures, David Moukeba, a visité certains des axes routiers réhabilités et construits par l'exécutif Bassian Enanga en vue de se rendre compte de l'effectivité du désenclavement du réseau routier du Haut-Ouélé. Après son arrivée et ses civilités au gouverneur Christophe Bassian Nanga, à la résidence officielle, le conseiller du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, en charge des infrastructures, visite ici, en compagnie du ministre provincial sectoriel Norbert Mandana et les autres services techniques, notamment l'OVD, le bureau technique de contrôle et l'office des routes, les réseaux routiers d'intérêt tant national que provincial, ainsi que les réseaux des dessertes agricoles. David Moukeba n'en revient pas. Non, je voudrais féliciter le gouverneur de la province du Haut-Ouélé qui a compris la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait voir la République démocratique du Congo s'offrir un développement. Et on ne peut prétendre, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit, à aller vers un quelconque développement si on ne touche pas essentiellement d'abord aux infrastructures. Mais ici, nous avons constaté, nous avons parcouru une révolution dans la construction qui réside dans le chef de l'esprit du gouverneur de cette province, qui n'a pas seulement observé les réseaux hérités du colon, mais qui est en train, par sa révolution, d'imposer un nouveau réseau. Et ça, on n'a pas eu à le constater partout ailleurs où nous sommes passés. Ces réseaux routiers du Haut-Ouélé, aujourd'hui désenclavés, étaient il y a 3 ans un calvaire pour les usagers. Et dans l'opérationnalisation du corridor oriental, l'exécutif Bassian Nanga crée même des routes comme sur ces tronçons PK14 d'Issiro, Anna va jusqu'à Mambati, via Ibambi, Bolé-Bolé, en vue de la jonction prochaine du Haut-Ouélé et de la Chopo pour booster l'économie de la région par un trafic fluide. Bobo Boloko Bolumbu et Marie-Josée Molebo, respectivement gouverneurs de province et présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ont été couronnés ambassadeurs de la paix à travers leurs actes de gestion par la dynamique des femmes intellectuelles de l'Équateur lors de la sortie officielle de cette organisation féminine. Cet événement a eu lieu vendredi 8 juillet 2022 en Bandaka, au cercle Bakusu, à l'occasion de la sortie officielle de la dynamique de femmes intellectuelles d'EFI, une organisation non gouvernementale féminine qui s'attelle pour la promotion intégrale de la femme et de la jeune fille. Maître Rite Vumbi, présidente de cette organisation. La dynamique de femmes intellectuelles a trouvé au chef de l'exécutif provincial épris de paix, qui aime Dieu, car nous le voyons toujours aux activités religieuses. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous lorsque nous constatons, malgré les vicissitudes et les ondulations de l'eau, celui de servir le peuple équatorien. Nous réagissons ainsi que les 2 autorités provinciales, à l'occurrence l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale, Marie-Josée Molebo, et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de Boloko, comme icône de la province. Pour sa part, le gouverneur Boloko, dans une salle pleine à craquer, a remercié la DFI pour le choix à sa modeste personne. Je rends les hommages les plus déférents au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, ainsi qu'au gouvernement de la République, pour avoir mis fin aux multiples tentatives de déstabilisation des institutions de la province de l'Équateur par la motion de défiance fabriquée par les ennemis de la paix.
Lévi Mpaye, au cadre de l'ACP Entendez Alliance des Congolais progressistes, a inauguré un forage pour desservir les habitants de la commune de Bandalungwa, précisément du quartier Lubudi, un geste de cœur posé le jour de son anniversaire. C'est un jeune leader au cadre du parti politique ACP, adulé par les habitants de la commune de Bandalungwa. Lévi Mpaye a inauguré à l'occasion de son anniversaire un forage au quartier Lubudi dans la commune de Bandalungwa pour permettre aux habitants de ces coins de la capitale d'être desservis en eau potable. Cet acte de bienfaisance a été bien accueilli par la population de la commune de Bandalungwa. Ce forage que nous inaugurons aujourd'hui, non seulement il répond véritablement aux défis du développement durable à travers la sécurité alimentaire, la santé, l'assainissement, mais contre la pollution, donne l'accès à l'eau potable de qualité et en quantité suffisante pendant les périodes sèches. Ces dons de forage entrent dans la vision du chef de l'État, incarné par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, initiateur du concept Kinshasa Bopeto. Ces dons du forage, réalisés sur fonds propres par Lévi Mpaye à la population daloise, va donner l'accès à l'eau potable en quantité même pendant les périodes des saisons sèches. À cet effet, Lévi Mpaye, jeune leader et haut cadre du parti politique ACP, a fait appel à la population du quartier Lubudi dans la commune de Bandalungwa à faire bon usage de ces forages qui vient répondre aux besoins des premières nécessités de plusieurs ménages dans la commune de Bandalungwa. Depuis Mbujimaï, la jeunesse d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, coordination du Kasaï oriental, dénonce le message d'incitation à la haine tribale propagé par un camp politique contre leur président national. La jeunesse d'Ensemble pour la République de la province du Kasaï oriental hausse les tons face à la campagne de diabolisation d'un camp politique contre leur président national, Moïse Katumbi Tchapoué. La jeunesse d'Ensemble pour la République, coordination du Kasaï oriental. Nous venons dénoncer les désordres qui prévaut entre les deux frères, qui sont le Kasaïen et le Katangé. Ce genre de comportement n'est pas à encourager. Notre objectif est que la paix règne dans le Grand Katanga, car nous sommes tous les descendants de Sangalubang. Toutefois, nous mettons en garde toute personne qui souhaiterait impliquer notre président Moïse Katumbi dans cette affaire. Car Moïse Katumbi, de sa nature, il a toujours prôné la paix et il a toujours dit non au tribalisme. Nous tous, nous savons que quand il fut gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi était venu ici à Mbujimaï, où il avait demandé à tous les Luba de rentrer à Lubumbashi pour continuer à travailler. Tout le monde avait récupéré ses biens. Nous tous, Nideniabi, Kabeya Kamwanga, Katanda, Chilenge, Lupatapata, nous avions nos membres de famille au Katanga. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas suivre ces gens-là. Le Kasaïen et les Katangais sont deux frères. Dénonçant cette campagne, la jeunesse d'Ensemble pour la République réitère son soutien indéfectible à leur leader. Province de la Chouapa, à Boyende précisément, Félix Bosekota, président de la fondation qui porte son nom, a été chaleureusement accueilli par la population, les partis politiques, les membres de sa structure auprès de qui il a transmis un message d'amour. C'est un accueil sans précédent réservé à Félix Bosekota, opérateur économique et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo Grand Équateur, à son arrivée à Bwende, chef-lieu de la province de la Chouapa. Mobilisé, la population de ces coins, le parti politique, ainsi que les membres de la fondation qui porte son nom, n'ont pas manqué à l'appel. Je suis venu voir mes frères, je les aime beaucoup. Je suis venu voir comment ils vivent. Je suis né ici et grandi ici. Ma première action, c'est la prière, confier Bwende entre les mains de l'Éternel. C'est moi qui ai introduit la radio et la télévision à la Chouapa. Pour soutenir le chef de l'État, il faut des actions. Il parle de l'agriculture,
structure, moi je l'ai commencé depuis à Bwende jusqu'à l'intérieur. Le rôle de la Fondation Bosekota est d'aider la population. Fondation Félix Bosekota, rôle Nangoya, Kosunga. Au soutien de sa communauté par les financements de leurs différentes activités, mais également la prise en charge des frais scolaires de plusieurs enfants, la réhabilitation des routes, ainsi que tant d'autres réalisations sur fonds propres. Créée en 2006, la Fondation Bosekota, la première à exister dans cette province, œuvre dans l'encadrement des paysans pour le développement du Congo en mettant à la disposition des paysans des matériels et engins agricoles, notamment houes, machettes, arrosoirs et semences, le bateau gratuit pour faciliter les déplacements de la population, des actions concrètes pour soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est en toute convivialité que Moutej Kapin Placide, président de la FMK, a organisé au siège de sa fondation une séance de partage des vivres constitués des sacs de farine et des riz avec les personnes de 3e âge de la ville de Likasi. La même action va s'étendre, dit-il, dans d'autres communes de la ville de Likasi. Ces images suffisent en elles-mêmes pour expliquer la communion parfaite entre le fils du terroir, le valeureux Placide Kapin Moutej et les nombreuses femmes veuves venues en nombre à la fondation. L'esplanade du siège de la fondation est bordée de personnes de 3e âge, hommes comme femmes, derrière Big Placide Kapin Moutej, qui du reste n'a pas résigné sur le moyen, afin d'offrir un sourire à tous ses hôtes. Des sacs de farine et des riz disponibles pour toutes ces personnes venues en nombre. Dans la Concorde, chaque personne a reçu des mains du bienfaiteur, des colis, de quoi retrouver les sourires. Les bénéficiaires n'ont eu que de mots justes à l'endroit du Big Placide Kapin Moutej. Nous disons merci aux donateurs. Que Dieu le bénisse. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, c'est un jour de partage que nous avons intitulé à notre fondation Jeudi Partage. Dans le peu que nous gagnons honnêtement, nous avons aujourd'hui décidé de pouvoir partager avec les personnes de 3e âge. Voilà la raison de cette manifestation en ce jour. La Fondation Moutej Kapin Placide repose sur l'amour, la patrie et l'espoir. Et puis cette journée porte ouverte organisée par Village Rich, une structure sanitaire mondiale installée en RDC depuis 2015 qui s'est caractérisée dans l'innovation des drones, surtout d'approvisionnement en médicaments. Dans la concession Safricas, Village Rich a ouvert ses portes aux milliers de personnes venues de partout pour s'informer sur la situation sanitaire en RDC. Au-delà du cadre souscrit, les différents partenaires des Village Rich ont également pris part à cette activité qui a connu l'exposition des articles gastronomiques, des télécommunications et tant d'autres. Dans la salle, les médecins qui composent l'équipe des Village Rich ont montré aux yeux du monde l'innovation et l'apport médical de cette structure en RDC avec l'avènement des drones d'approvisionnement en médicaments, une première qui n'a pas laissé les visiteurs indifférents. Nous sommes le ministère de l'Industrie et il a plu à notre Excellence Julien Paolo Kukaonga, ministre national de l'Industrie, de pouvoir nous dépêcher pour participer, pour vivre au moins les expositions de Village Rich. Nous a pu vraiment diligenter pour qu'on puisse aller vivre ça au niveau de Mbandaka. Et nous avons effectivement vécu le décollage et l'atterrissage de drones et toutes les explications y afférentes par rapport aux opérateurs, par rapport à la manière dont ils fonctionnent, ils nous ont pu éclairer. Depuis son arrivée au Congo, Village Rich développe et applique des solutions innovantes à fort impact qui améliorent l'accessibilité aux soins de santé aux couches les plus vulnérables. Grâce à ces appareils, la RDC est devenue le premier pays au monde à avoir les plus grands réseaux de transport bidirectionnel. Un invité dans le journal pour parler d'une start-up qui existe depuis 2018 mais qui continue à s'étendre dans le monde. TapTapSend est en passe de devenir la société commerciale de transfert d'argent du moment. Et pour en savoir plus, des responsables de la société, une des responsables est avec nous sur ce plateau, Fallon Chimba. Vous êtes représentante RDC de TapTapSend. Bienvenue. Merci, bonsoir. Quelle est la particularité de TapTapSend dans le secteur qui est le vôtre? Il s'agit du transfert d'argent.
Alors TapTapSend est une application de transfert d'argent uniquement digitale qui est facilement téléchargeable à travers la diaspora qui est basée en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Ils envoient de l'argent de leur téléphone, donc simplement en téléchargeant via Android, donc Play Store ou Apple Store. Ils mettent leurs coordonnées bancaires et ils peuvent envoyer en instantané de l'argent sur le téléphone mobile des Congolais. Donc les Congolais ici reçoivent de l'argent via Vodacom M-Pesa, Airtel Money ou Orange Money, donc directement sur leur téléphone, ce qui va leur empêcher de pouvoir aller dans les agences traditionnelles et aller rechercher l'argent, faire les files d'attente, etc. Simplement en allant dans les cabines téléphoniques du coin, aller là où on recharge nos téléphones, etc., récupérer l'argent et ils reçoivent en instantané. Est-ce que les coûts est-il comparable justement aux agences de transfert que nous connaissons conventionnellement? Justement, c'est l'avantage de TapTapSend, c'est que non seulement c'est en instantané, c'est simple et rapide, mais c'est aussi le moins cher pour envoyer de l'argent en RDC. Il faut savoir que pour envoyer de l'argent en RDC avec TapTapSend, c'est 0 € de frais d'envoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'envoi, peu importe le montant. Que j'envoie $200, $1 ou $10, je n'ai pas de frais d'envoi à envoyer quand je vais envoyer l'argent en RDC. Est-ce que vous avez déjà des points de cash point, si on peut le dire ainsi, des points de proximité avec la population, dans les coins des avenues par exemple? Alors comme je disais, on est uniquement digital, donc on n'a pas de cash point. C'est-à-dire que les gens, de la même manière que localement, ils font des transferts d'argent et vont retirer auprès de leur télécom, donc leur mobile money, de la même manière, ils vont aller retirer via leur télécom du TapTapSend. C'est-à-dire que si j'ai un numéro Airtel Money ou Orange Money ou Vodacom M-Pesa, je peux simplement aller au coin de la rue qu'on trouve partout à Kinshasa ou même dans d'autres coins du Congo, parce que partout on peut recevoir de l'argent. Je vais dans les cabines téléphoniques ou en agence de mon télécom et je vais retirer de l'argent. Donc pas besoin, nous, TapTapSend, d'avoir des agences, simplement d'être téléchargeable via la diaspora qui est basée en Europe, aux États-Unis ou au Canada. L'application, de la manière dont vous en parlez, est disponible actuellement. On peut la télécharger dans nos téléphones? Exactement, elle est disponible. Beaucoup de gens l'ont beaucoup utilisée déjà depuis maintenant 1 an pour la RDC. Et là, nous sommes venus vraiment populariser auprès des Congolais pour qu'ils disent à leur famille ou à leurs proches en Europe, au Canada, aux États-Unis, envoyez-moi de l'argent via TapTapSend parce que ce sera plus simple pour recevoir sur mon téléphone mobile ici au Congo. Merci beaucoup Fallon Chimba d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comme annoncé dans le sommaire, l'ex-dignitaire angolais était malade depuis des longues années, mais ces derniers mois, sa santé s'était beaucoup dégradée. En juin, un quotidien portugais le disait, entre la vie et la mort. Il est finalement décédé à Barcelone ce vendredi 8 juillet 2022. José Eduardo dos Santos, fils d'un maçon, est né à Luanda, la capitale, le 28 août 1942. José Eduardo dos Santos a grandi dans les barrios de Sambizanga, un bidonville de la capitale Luanda. Militant contre le colon portugais, animé d'un sentiment anticolonial croissant sur le continent, il s'est enrôlé dans l'armée du MPLA à l'âge de 20 ans, déterminé à mettre fin à 4 siècles de domination portugaise. Comme de nombreux militants africains, il a obtenu un diplôme d'ingénieur pétrolier en 1969 dans un collège de Bakou en Azerbaïdjan, alors République soviétique. Il faisait partie du comité central du MPLA lorsque le Portugal a accepté d'accorder l'indépendance à l'Angola en 1975. En cette année, Dos Santos siège déjà au comité central du MPLA, puis intègre le gouvernement, devient Premier ministre et enfin président en 1979 à la mort d'Agostinho Neto. Il conservera, sans jamais être élu, le règne du pouvoir pendant presque 4 décennies. Malgré son image publique discrète, Dos Santos détenait un pouvoir presque absolu. L'ex-président angolais a volontairement démissionné lors des élections législatives de 2017 et a remis le pouvoir à Lourenço. Un an plus tard, Eduardo dos Santos était assis dans un silence stupéfait lors d'une conférence du MPLA, alors que son successeur choisit d'énoncer la récente corruption, népotisme, flatterie et impunité dans une attaque à peine voilée contre l'ancienne famille dirigeante. Lors du rassemblement, l'ancien président d'Angola n'a présenté aucune excuse, a reconnu des erreurs non précises et a déclaré qu'il partait la tête haute. On en vient au rappel des principaux titres. La société civile maintient le bilan de l'attaque des Mai Mai à 13 morts. Les rebelles ont assassiné des civils dans un hôpital sans la moindre humanité, un acte terroriste qui a paralysé les activités dans la région.
Organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Monzenga à Abidjan, en vue d'échanger avec les autorités de ce pays frère, organisateur de la précédente édition. Cinq jours de deuil national ont été décrétés en Angola par le président de la République après le décès de son prédécesseur Eduardo dos Santos. Il a succombé à un cancer dans un hôpital en Europe. Merci de votre fidélité sur Télé 50. L'actualité continue. Excellent week-end. L'actualité reste en continu.